Les élèves deuxième bac SVT et PC, vous avez dans la première unité le premier chapitre, les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule, c'est-à-dire les réactions de la respiration cellulaire et les fermentation. Voulez-vous savoir et maîtriser ces réactions? Ne ratez pas cette vidéo. Ravi encore de vous retrouver sur chaîne SVT sur Table Noire. Ce chapitre, il a une relation avec ce que vous avez vu l'année précédente dans le chapitre de la photosynthèse. Donc, les organismes autotrophes, bien sûr, les végétaux chlorophylliens, ils fabriquent de la matière organique, ils synthétisent la matière organique à partir d'une matière minérale, à l'aide de quoi? À l'aide de l'énergie lumineuse, qui provient bien sûr du soleil. Donc, cette matière organique, elle contient de l'énergie. La matière organique, comme la molécule de glucose, il emmagasine de l'énergie entre les liaisons, entre les atomes de carbone. Donc, cette molécule, dans ce chapitre, on va voir comment elle est utilisée par les organismes hétérotrophes pour fabriquer ou bien pour produire une forme énergétique. C'est l'ATP. L'ATP, c'est la forme énergétique utilisable par les cellules. C'est-à-dire comment la cellule convertisse l'énergie sous forme d'une molécule organique en molécule utilisable par la cellule, c'est l'ATP. Donc, la première des choses que vous avez vues dans ce chapitre, c'est la mise en évidence des voies de la dégradation de la matière organique. Et vous avez parlé d'un organisme unicellulaire, c'est la levure. On utilise cet organisme parce que il est unicellulaire, donc il est facile d'étudier chez cet organisme les voies de dégradation de la matière organique. Donc, soit vous avez utilisé une technique ancienne ou bien une technique moderne. Je vais vous donner une idée sur les deux techniques. Nous avons ici la technique ancienne. Dans cette technique, on utilise un milieu qui contient le glucose, la levure. C'est un milieu aérobie où il y a de l'air, de l'oxygène. Dans cet milieu, ils ont mis l'eau de chaud pour mettre en évidence le dégagement de CO2 et un tube qui contient l'eau colorée. Donc, il contient l'eau colorée. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans cet milieu après un certain temps? Que l'eau de chaud devient trouble. Le niveau d'eau dans le tube, il augmente. Donc, il y a ascension de niveau d'eau. Donc, il y a dans le milieu une consommation de O2 et dégagement de CO2. Vous avez aussi dans le milieu, par des tableaux par exemple, une forte diminution de glucose, une multiplication rapide des levures. Donc, on va expliquer ces deux caractéristiques après. Donc, dans le milieu où il y a une absorption de O2 et dégagement de CO2, il s'agit de la respiration cellulaire. Vous avez aussi la technique moderne qui utilise un protocole expérimental qui contient l'ordinateur. Donc, on parle dans ce cas-là de l'EXAO, expérience assistée par ordinateur. Donc, on obtient par exemple ces courbes-là. Donc, avant l'ajout de glucose, qu'est-ce qu'on observe? Que la concentration de O2, elle est constante, aussi la concentration de CO2. Après l'ajout de glucose, on observe quoi? Il y a une diminution de O2 et augmentation
de CO2. Cela signifie que dans le milieu, il y a de la respiration cellulaire. Dans un milieu qui ne contient pas de O2, lorsqu'il y a l'absence de O2, un milieu anaérobie, qu'est-ce qu'on observe? Voilà ici une expérience simple que je réalise avec mes élèves en classe pour mettre en évidence le phénomène de la fermentation. On a besoin de sucre, la levure du pain, 3 tubes et 3 ballons gonflables. Je mets dans le premier tube le sucre, le deuxième la levure, troisième tube sucre plus la levure. Les tubes 1 et 2 ce sont des tubes témoins. Je mets le sucre et l'eau, j'agite pour que la solution soit homogène et je remplis totalement le tube pour ne pas laisser de l'espace à l'air. La même chose pour le deuxième tube avec la levure, la troisième tube aussi le sucre et la levure. Je prends le ballon gonflable et j'essaie de le vider de l'air et je le place de cette manière. La même chose pour le deuxième et le troisième tube. Après 1h30, on remarque que le ballon du troisième tube commence à se gonfler tandis que les autres restent inchangeables. Après 3h15, on remarque que le ballon est bien gonflé par le CO2 libéré par la levure qui consomme le sucre. C'est le phénomène de la fermentation. On peut faire aussi une expérience simple où on suit l'évolution de l'acidité du lait par la mesure de pH d'une manière quotidienne et de constater que le pH diminue. Le lait devient caillé, c'est-à-dire coagulé. Et cela, c'est le résultat du phénomène de la fermentation lactique réalisé bien sûr par les bactéries qui se trouvent naturellement dans le lait. Dans un milieu qui ne contient pas de O2, lorsqu'il y a l'absence de O2, un milieu anaérobie, qu'est-ce qu'on observe? On observe un dégagement de CO2 sans absorption de O2. Donc, il s'agit du phénomène de la fermentation. Dans le milieu aussi, vous pouvez constater une diminution de glucose, une multiplication lente des levures. Ça veut dire la biomasse, il augmente ou d'une manière qui est lente. Comment on explique ces deux caractéristiques? C'est par la dégradation partielle du glucose. Comment on sait qu'il s'agissait de la dégradation partielle? C'est par l'apparition de l'éthanol. Puisqu'il y a l'apparition de l'éthanol, donc le glucose n'est pas totalement dégradé. Ce qui a permis de libérer une quantité faible d'énergie. Cette quantité faible d'énergie responsable de la multiplication lente des levures et une diminution, bien sûr, elle est faible de glucose. Pourquoi? Parce que le milieu n'a pas besoin de l'énergie. Contrairement, dans le cas de la respiration cellulaire, nous avons vu qu'il y a une forte diminution de glucose, une multiplication rapide des levures. Cela signifie qu'il y a une grande quantité d'énergie libérée dans le milieu, ce qui a permet la multiplication rapide des levures. Donc, la levure, lorsqu'il libère de l'énergie, cette énergie est utilisée par la levure pour se multiplier
et forte diminution de glucose. Donc le glucose il est dégradé totalement pour libérer de l'énergie. En ce qui concerne la technique moderne, lorsqu'on utilise l'ordinateur, expérience assistée par ordinateur, la mise en évidence de ce phénomène se fait par la description de ces courbes. Donc, dans le milieu, au début, il y a diminution de O2 et augmentation de CO2 jusqu'à ce que l'O2 s'annule. Donc, le milieu devient anaérobie. Milieu sans O2. Donc au début, il y a la respiration cellulaire. Lorsque le milieu devient anaérobie, milieu sans O2, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le CO2 continue à augmenter avec l'apparition dans le milieu, une augmentation de l'éthanol. L'apparition de l'éthanol et le dégagement de CO2 signifie que dans le milieu, il y a le phénomène de la fermentation dans ce cas alcoolique ou bien on dit éthanolique par la libération de l'éthanol. Donc la respiration cellulaire, c'est une dégradation totale de glucose, ce qui permet de libérer une grande quantité d'énergie. On va voir la quantité de cette énergie dans le bilan énergétique. Et la fermentation, il s'agit d'une dégradation partielle de glucose dans un milieu anaérobie, la respiration dans un milieu aérobie. On passe maintenant aux réactions de la respiration cellulaire. La première étape que subit le glucose lorsqu'il entre à l'intérieur de la cellule. Ici, j'ai schématisé la cellule. La cellule contient le cytoplasme. Le cytoplasme sans les organites s'appelle hyaloplasme ou cytosol. À l'intérieur du cytoplasme, il y a un organite. On va voir si c'est un organite responsable de la respiration cellulaire. S'appelle la mitochondrie avec une membrane externe, membrane interne, l'espace intermembranaire, ça veut dire l'espace entre les membranes. Le prolongement de la membrane interne à l'intérieur de la mitochondrie s'appelle crête mitochondriale. Le milieu intérieur s'appelle la matrice. Donc, le glucose, après son entrée, il subit la première dégradation, s'appelle aussi oxydation. Pour ne pas confondre entre l'oxydation et réduction, je vais vous donner une astuce très importante. Lorsque vous perdez quelque chose, vous dites « oh ». Donc « oh », oxydation. Oxydation, c'est une perte des électrons et des protons. Donc le glucose ici, qu'est-ce qu'il va subir? Il subit une déshydrogénation. Donc il va perdre. Donc puisqu'il perd, donc il s'agit d'une oxydation. Oxydation. Il perd. Donc il perd des quoi? Il perd des électrons et des protons H+. Ces électrons sont captés par un transporteur, un camion qui transporte les électrons et les protons. Donc on parle ici dans ce cas-là d'une réduction, puisqu'N+, il reçoit 2 H+, et 2 électrons et se transforme en NADH, H+. Donc, il s'agit ici d'une réduction, un gain ici, le contraire d'oxydation, un gain des électrons et de protons. Donc, on peut dire aussi c'est une réaction cellulaire. C'est un ensemble de réactions biochimiques. Et aussi, on peut dire qu'il s'agissait d'un ensemble de réactions d'oxydoréduction. Pourquoi oxydoréduction? Parce que le glucose subit une oxydation et NAD+, il subit une réduction. Ou on dit oxydation de glucose. Oxydation de glucose. Cette molécule de glucose s'oxyde en 2 molécules de pyruvate ou acide pyruvique. C'est la même chose. On peut dire pyruvate ou acide pyruvique. Donc, la première étape que subit le glucose, c'est
la glycolyse. C'est un ensemble de réactions biochimiques d'oxydoréduction qui permet de produire deux molécules d'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose. Dans cette réaction, il y a formation de 2 ATP et 2 molécules de NADH, H+. Cette étape, elle est commune entre les deux voies. Que ce soit la voie de la respiration cellulaire qu'on va voir ici, ou bien la voie de la fermentation, que ce soit la fermentation éthanolique ou bien lactique. Donc maintenant, on va se concentrer sur la première voie que nous avons vue, c'est la voie de la respiration cellulaire. Donc après la formation de 2 molécules d'acide pyruvique, ces 2 molécules, ils entrent à l'intérieur de la cellule et l'acide pyruvique, il subit aussi un ensemble de réactions d'oxydoréduction. L'acide pyruvique, il subit une oxydation totale à l'intérieur de la mitochondrie au niveau de la matrice. En ce qui concerne les étapes de la glycolyse se déroulent au niveau du hyaloplasme ou le cytosol. Donc, on va se concentrer sur l'acide pyruvique. Qu'est-ce qu'il arrive à cette molécule de pyruvate en présence de O2? C'est sûrement, vous avez vu dans votre cours l'expérience qui met en évidence le devenir de l'acide pyruvique. Donc, après l'isolement des mitochondries par la technique de centrifugation, on donne à des mitochondries en temps T1 le glucose et en temps T2 le pyruvate. Bien sûr, dans un milieu aérobie, on mesure la concentration de O2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en temps T1, après l'ajout de glucose, que la concentration de O2, elle reste constante. Mais après l'ajout de pyruvate, qu'est-ce qu'on remarque? Une diminution de la concentration de O2 dans le milieu. Donc, qu'est-ce qu'on déduit à partir de ce résultat? C'est que la mitochondrie ne respire pas en présence de glucose, alors qu'il respire en présence de pyruvate. Et par conséquent, le pyruvate, c'est le substrat de dégradation de la mitochondrie. La mitochondrie, il utilise le pyruvate comme un substrat de dégradation et pas le glucose. Donc, après la formation de 2 molécules d'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose, j'ai fait ici un panneau d'avertissement. Vous faites attention. Donc, ici, nous avons la formation de 2 molécules d'acide pyruvique et ici, nous avons une molécule d'acide pyruvique. Donc, ici, le résultat de ce qu'on va voir ici, on doit le multiplier fois 2. Pourquoi? Parce que ici, on parle uniquement d'une seule molécule et ce qui arrive à cette molécule arrive à l'autre molécule. Donc, le bilan ici, on doit le multiplier fois 2 pour obtenir le résultat de l'oxydation d'une molécule de glucose. Donc, après la formation de l'acide pyruvique, il entre à l'intérieur de la mitochondrie. Il y a aussi les techniques de marquage par le carbone 14 qui met en évidence le devenir de glucose à l'intérieur de la cellule. Il entre à l'intérieur de la cellule, le glucose bien sûr. Il subit la première dégradation, se transforme en acide pyruvique, puis deuxième dégradation à l'intérieur de la mitochondrie en présence de O2. Donc, l'acide pyruvique, il subit une oxydation, une dégradation totale. Donc, le carbone qui existe dans la matière organique, qu'on mange par exemple la molécule de glucose, la matière organique, il est libéré sous forme de CO2. Le CO2 qu'on libère, il provient de la matière
organique. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à cette molécule d'acide pyruvique en présence de O2? Il entre à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, la première étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A à partir d'une molécule d'acide pyruvique. Cette molécule se forme par des réactions de décarboxylation, déshydrogénation. Qu'est-ce que ça veut dire décarboxylation? C'est un enlèvement de carbone. Le carbone, il est libéré sous forme de CO2. L'hydrogène, il conduit à la réduction de NAD+, en NADH, H+. Donc ici, il y a réduction de NAD+, et NADH, H+. C'est pour cette raison qu'on qualifie ces réactions, c'est un ensemble de réactions d'oxydation de pyruvate en acétylcoenzyme A, ou bien un ensemble de réactions d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que le pyruvate subit une oxydation, NAD+ subit une réduction. Soit on dit oxydation de pyruvate, ou bien un ensemble de réactions d'oxydoréduction qui permet la formation, bien sûr, de l'acétylcoenzyme A. Comment il se forme aussi? Donc, après cette réaction ou ces réactions de décarboxylation, déshydrogénation, il y a formation d'un radical qui s'appelle l'acétyl. L'acétyl se lie à une molécule. Cette molécule, il aide dans les réactions. C'est pour cette raison qu'on appelle cette molécule coenzyme, coenzyme A. Et la formation de l'acétylcoenzyme A. C'est une molécule qui aide, enzyme coopératrice. Il aide. Pourquoi il aide? Parce que après sa fonction, il se libère pour fixer une autre molécule d'acide pyruvique. Vous voyez ici, après la formation de l'acétylcoenzyme A, lorsqu'il entre dans le cycle de Krebs, il se libère pour fixer une autre molécule d'acide pyruvique. Après cette étape-là, vient l'étape de cycle de Krebs. Aussi, c'est un ensemble de réactions biochimiques d'oxydoréduction. Ou bien on dit l'oxydation totale du radical acétyl. Pourquoi un ensemble de réactions d'oxydoréduction? Aussi, il y a oxydation et réduction. Dans le cycle de Krebs, il y a aussi des réactions de décarboxylation et déshydrogénation. Le carbone se libère sous forme de CO2 et l'hydrogène conduit à la réduction des coenzymes, des transporteurs, des camionnettes qui chargent les protons H+. On va voir après quel est le rôle de ces coenzymes. Les transporteurs des électrons, voilà les réactions de réduction de ces transporteurs. NAD+, il gagne des électrons et des protons et se transforme en NADH, H+. Donc, puisqu'il gagne, ce n'est pas oxydation, il s'agit d'une réduction. Ici, aussi, nous avons réduction d'une autre molécule qui s'appelle FAD, qui se réduit en FADH2. Le résultat de ces réactions, c'est l'oxydation totale du radical acétyl, donc libération de CO2 et formation de 3 NADH+, une molécule de FADH2. Au cours de ces réactions, il y a formation d'une molécule de GTP qui est équivalent d'une molécule d'ATP. Donc on peut dire que le cycle de Krebs, c'est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent dans la matrice. Ces réactions, il s'agit de décarboxylation, déshydrogénation, de radical acétyl. Ces réactions, elles ont une nature qui sont cycliques aussi. On peut ajouter, c'est un ensemble de réactions biochimiques cycliques. Après, je vais vous donner les réactions. Maintenant, après cette étape-là,
vient l'étape de la phosphorylation oxydative qui se déroule à l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie avec le fonctionnement de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire maintenant, c'est quoi la chaîne respiratoire? C'est un ensemble de protéines localisées dans la membrane interne de la mitochondrie. Ici, dans la membrane interne, il y a des complexes protéiques C1, C2, C3, C4. Ces complexes protéiques constituent une chaîne respiratoire. Pourquoi chaîne? Parce que nous avons un ensemble de protéines qui permet des réactions d'oxydoréduction respiratoire, car le fonctionnement de cette chaîne nécessite la présence de O2. Cette chaîne ne peut pas fonctionner qu'en présence de O2. Qu'est-ce qu'il permet cette chaîne? Quel est le rôle de cette chaîne? C'est qu'il permet l'oxydation. Donc, dans les étapes précédentes, nous avons vu la réduction ici de NAD plus en NADH+, FAD se réduit en FADH2. Dans ces étapes-là, nous avons vu la réduction des transporteurs. C'est comme des camions qui chargent les protons H+. Dans la chaîne respiratoire, qu'est-ce qu'il y a? Dans cette chaîne, il y a oxydation de ces transporteurs des électrons et des protons, ce qu'on appelle les coenzymes. Les coenzymes réduits. Ici, nous avons NADH+, FADH2. Qu'est-ce qu'il arrive à ces molécules à l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie? C'est l'oxydation. C'est ce que nous avons ici, l'oxydation des coenzymes réduits. NADH+, ils perdent des électrons et des protons, ils se transforment en NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons, c'est la même chose pour FADH2. Donc, il y a l'oxydation des coenzymes réduits. Maintenant, après l'oxydation, il y a libération des électrons et des protons. Donc, les électrons arrachés ici sont transférés ou bien transportés via le complexe enzymatique jusqu'à l'accepteur final, c'est l'O2. Donc, nous avons ici la chaîne respiratoire. Les électrons arrachés vont transporter via des réactions d'oxydoréduction. Pourquoi oxydoréduction? Parce qu'il y a NAD+, qui perd les électrons. Il y a le complexe qui gagne, C1. Après C1, ils perdent les électrons, donc il s'agit d'oxydation. Cette oxydation, c'est la réduction de C2. Ils gagnent des électrons, etc. Donc on appelle ça des réactions d'oxydoréduction. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'accepteur final, c'est l'O2 qui est l'accepteur final qui se réduit, on va voir, en H2O. Au moment de déplacement des électrons, le long de la chaîne respiratoire, les H+ pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc le déplacement des électrons, il y a une énergie qui se libère. Donc lorsque les électrons se déplacent tout le long de la chaîne respiratoire, les protons H+, ils migrent vers l'espace intermembranaire. Il y a la formation d'un gradient de protons H+. Ça veut dire cet espace intermembranaire devient riche en protons H+, devient très acide, ce qui permet le retour de H+. La nature n'aime pas le déséquilibre, donc il va y avoir un retour de H+, vers la matrice, ce qui permet la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc ce que nous avons ici, création d'un gradient de protons H+, ce qui permet le retour des H+ à travers ATP synthase. Nous avons ici l'ATP synthase, la sphère pédonculée qui phosphoryle en phosphorylant l'ADP en ATP. C'est ce qu'on appelle la formation de l'ATP. Donc l'ajout de
PI à l'ADP, donc on obtient une molécule au lieu de qu'il soit diphosphate, il se transforme en molécule à 3 phosphates adénosine triphosphate. C'est une molécule riche en énergie, mais cette molécule ne se forme que lorsqu'il y a une différence de gradient de proton H+, dans les barrages. On construit de l'énergie électrique. Cette énergie, elle est construite par le fait que il y a une différence de potentiel. Donc, le passage de l'eau à travers les bobines, il permet de transférer cette énergie cinétique en énergie électrique. C'est presque la même chose. Ici, nous avons un gradient de protons H+. Les protons H+ passent par cette sphère pédonculée, permet la phosphorylation de l'ADP en ATP. À la fin, les H+ libérés dans la matrice réduit le O2 en H2O. Donc, il y a l'O2 qui attend les H+ et les électrons qui se réduit en H2O. Donc, il y a formation d'une molécule d'H2O par la réaction que vous avez ici. L'ensemble que construit la chaîne respiratoire et le fonctionnement de la sphère pédonculée, l'ATP synthase, constitue ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Pourquoi s'appelle phosphorylation oxydative? Parce que la phosphorylation de l'ADP en ATP, elle est liée à l'oxydation des coenzymes réduits, NADH+ et FADH2. L'oxydation, c'est elle qui permet la phosphorylation de l'ADP en ATP. C'est pour cette raison qu'on appelle phosphorylation oxydative. Donc, le fonctionnement de la chaîne respiratoire, il est lié au fonctionnement de la dégradation ou bien l'oxydation de glucose, car l'oxydation totale de glucose, il fournit des coenzymes réduits qui permet le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Et chaque dysfonctionnement au niveau, par exemple, de la chaîne respiratoire, il conduit à un retard ou un dysfonctionnement au niveau de ces réactions. Et la même chose lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ces étapes de l'oxydation de glucose ou l'acide pyruvique conduit à un retard ou un dysfonctionnement au niveau de la chaîne respiratoire. On parle de fermentation lorsque le milieu est anaérobie, ça veut dire sans O2. Donc, au lieu de passer par le chemin de la respiration cellulaire, la cellule fait de la fermentation. La fermentation, il a une étape commune avec la respiration, c'est la glycolyse. La formation de 2 molécules d'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose. Après la formation de l'acide pyruvique, qu'est-ce qu'il arrive à cette molécule? Il se réduit. Comment il se réduit? Il gagne des électrons et des protons. Ici, nous avons vu qu'il s'oxyde, il y a oxydation totale de l'acide pyruvique. Ici, la réduction de l'acide pyruvique. Donc, il reçoit des électrons et des protons à partir de NADH+ produit dans la première étape. Donc, nous avons ici, donc l'acide pyruvique, il subit une réduction ici, une décarboxylation, libération de CO2, ce qui différencie la fermentation alcoolique avec lactique. Éthanolique, il y a dégagement de CO2. Pour rappeler de ça, la pâte du pain, il se gonfle parce que la levure, il libère de CO2. Donc, on parle de fermentation alcoolique. Donc, pour 2 molécules d'acide pyruvique, il utilise 2 molécules de NADH+ pour produire 2 molécules d'éthanol avec dégagement CO2. Le CO2 se dégage, les H+ s'associent ici. Donc, nous avons premier H ici, deuxième H ici. Donc, on produit de l'éthanol. Ici, l'acide pyruvique se réduit en acide lactique directement. Il reçoit les protons H+. Ici, nous avons premier H, deuxième H. On produit une molécule qui s'appelle l'acide lactique. Voilà les réactions. Nous avons ici les réactions ou bien la réaction de la fermentation alcoolique. Donc, C6H2O6 plus 2 ADP plus PI.
elle donne 2 molécules d'éthanol plus 2 ATP plus 2 CO2. Les NAD plus et NADH plus n'entrent pas dans la réaction globale. Pourquoi? Parce qu'il y a ici réduction et après oxydation de cette molécule. Donc, si on fait la première réaction, la deuxième réaction, on simplifie avec les coenzymes utilisés. Dans la fermentation alcoolique, nous avons ici, ou bien la fermentation lactique, nous avons ici la molécule de glucose plus 2 ADP 2PI. Elle donne 2 molécules d'acide lactique plus 2 ATP. Il n'y a pas libération de CO2. Donc, on passe maintenant à la réaction, ou les réactions de la respiration cellulaire. Donc, nous avons la première étape, c'est la formation de 2 molécules d'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose. Nous avons ici molécule de glucose plus 2 ADP plus PE plus 2 NAD+, elle donne 2 molécules d'acide pyruvique au pyruvate, CH3CO, COOH, 2 ATP, 2 NADH, H+. Après l'entrée de l'acide pyruvique, il subit la première oxydation. C'est l'étape de la formation de l'acétylcoenzyme A à partir d'une molécule d'acide pyruvique qui subit une décarboxylation, une déshydrogénation. Donc, il se lie le reste, ça veut dire le radical qui reste, l'acétyl, se lie avec une molécule de coenzyme A pour produire l'acétylcoenzyme A. Il y a réduction de NAD+ ou NADH+, libération de CO2. C'est pour cette raison qu'on qualifie cette réaction de réaction de décarboxylation et déshydrogénation. L'étape suivante, c'est la formation ou bien le cycle de Krebs. Donc, l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A subit une série de réactions cycliques qui se déroulent à l'intérieur de la matrice. Ces réactions, ce sont des réactions de déshydrogénation, décarboxylation. Donc, le radical acétyl, il se dégrade totalement en 2CO2. Les H+, reçoit par le coenzyme réduit NADH, H+, et FADH2. La formation d'une molécule ATP, le coenzyme A se libère pour fixer une autre molécule. Donc, on peut faire la réaction globale de l'oxydation de l'acide pyruvique de cette étape jusqu'à la dégradation totale. Voilà, on associe les réactions de la première oxydation et la deuxième oxydation. On obtient ce résultat, l'acide pyruvique, il subit une oxydation totale, ça veut dire une déshydrogénation, une décarboxylation, ce qui permet la production au total de 4 NADH+, 3 ici, une ici, et une molécule de FADH2, voilà FADH2, une ATP, voilà une ATP, 3 CO2 qui se libèrent, voilà 2 CO2 ici, une molécule de CO2, donc il y a oxydation totale de l'acide pyruvique. Voilà la réaction globale de l'oxydation de l'acide pyruvique. On passe maintenant au bilan énergétique. Maintenant, le bilan énergétique des expériences biochimiques, on permet de déduire que une molécule de NADH+ permet de produire 3 molécules d'ATP au cours des réactions de phosphorylation oxydative. On utilise ce données et on va essayer de calculer le nombre d'ATP produits par la respiration cellulaire. Donc nous avons ici 2 molécules d'ATP, ici 2 NADH+, donc une molécule produit 3 ATP. Donc ici on va multiplier fois 3 ATP. Donc le résultat ici c'est 6 molécules d'ATP. 6 molécules d'ATP plus 2 ATP. Ici, nous avons 8 molécules d'ATP produites au cours de la réaction de la glycolyse. Donc, la glycolyse permet de produire 8 molécules d'ATP. Après l'entrée de l'acide pyruvique, il y a ici la formation de NADH+, donc ici nous avons 3
ATP. Ici, nous avons 3 ATP. 3 fois 3, c'est 9 ATP. Donc, une ADH plus produit 3. 3 fois 3 égale à 9 ATP. Ici, nous avons 2 ATP, car FADH2 permet au cours des réactions de phosphorylation oxydative de produire 2 ATP. Ici, nous avons le total. Ici, j'ai une attention ici, c'est que on doit multiplier le résultat de l'oxydation d'acide pyruvique en 2. Ici, nous avons 2. La première molécule entre et subit la première oxydation, la deuxième molécule. Donc ici, on doit multiplier fois 2. 9 plus 2 plus 1 ATP plus 3, nous avons 15 molécules d'ATP. 15 ATP par l'oxydation d'une molécule d'acide pyruvique. Donc le total, on doit multiplier maintenant 15 fois 2, on obtient 30. 30 plus 8, c'est 38 molécules d'ATP. Vous trouvez dans certains manuels scolaires 36 molécules d'ATP. Pourquoi? Parce que les NADH+ produits ici, pour qu'ils s'oxydent au niveau de la chaîne respiratoire, il y a une perte de 2 molécules d'ATP. C'est pour cette raison que le bilan se transforme en 36 au lieu de 38 chez certains cellules. Le bilan énergétique de la fermentation, c'est la formation uniquement de 2 molécules d'ATP. Les NADH+ produits dans cette étape ne vont pas se transformer en ATP car n'entrent pas dans la mitochondrie. Donc, c'est NADH+, il s'oxyde au niveau de l'hyaloplasme par la réduction de l'acide pyruvique. Donc, le bilan énergétique de la fermentation, c'est uniquement 2 molécules d'ATP. Maintenant, on passe au rendement. Le rendement énergétique, c'est le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale contenue, emmagasinée, latente dans le glucose. Le rendement est calculé par cette relation-là. Je vais vous montrer. R égale à petit e sur grand E multiplié fois 100. Petit e, c'est l'énergie contenue dans le nombre d'ATP. Donc, le nombre d'ATP, c'est l'énergie contenue dans le nombre d'ATP. Grand E, c'est l'énergie globale emmagasinée dans une mole de glucose. Ça s'appelle aussi l'énergie utile divisé sur l'énergie initiale ou bien l'énergie globale. Donc, je vais vous expliquer à l'aide de cette ampoule le rendement. Donc, l'ampoule reçoit de l'énergie par défi. L'énergie qui arrive à l'ampoule, c'est l'énergie globale. Est-ce que cette énergie est totalement convertie en énergie lumineuse? Donc, toute l'énergie n'est pas convertie parce que lorsqu'on touche l'ampoule, il y a de la chaleur qui se dégage. Donc, il y a une partie perdue sous forme de chaleur. Le rendement, c'est l'énergie utile. Ça veut dire l'énergie lumineuse sur l'énergie globale. L'énergie utile sur l'énergie globale, on obtient un pourcentage. Le pourcentage indique le rendement. Par exemple, les ampoules récentes, elles ont un rendement très élevé parce que ne dégagent pas beaucoup de chaleur. Ils ne perdent pas beaucoup de chaleur. C'est pour cette raison que ces ampoules sont économiques par rapport aux ampoules anciennes qui dégagent une quantité importante de chaleur. Maintenant, on calcule le rendement de la respiration et la fermentation, sachant que des mesures calorimétriques permettent de constater que l'énergie globale d'une mole de glucose, c'est 2840 et que une mole d'ATP plutôt produit 30,5 kJ. La respiration en général, on va travailler par 38 molécules d'ATP. Donc le calcul,
nous avons une molécule, il produit 30,5, donc 38 molécules d'ATP va produire le résultat suivant. Donc 38 multiplié fois 30,5 divisé sur le total, on obtient 40, multiplié fois 100 bien sûr, on obtient 40,80 et le rendement de la fermentation c'est 2,14. Pourquoi? Parce que le bilan énergétique de la fermentation, c'est 2 ATP multiplié par l'énergie de l'ATP divisé sur le total, on obtient 2,14. On constate que le rendement énergétique de la respiration est plus élevé que le rendement de la fermentation. Pourquoi? Parce que la respiration cellulaire, c'est une dégradation totale de glucose, alors que la fermentation, c'est une dégradation partielle. La respiration, elle produit des éléments minéraux, des substances minérales sans valeur énergétique, c'est CO2 et H2O. Nous avons la réaction globale de la respiration. La réaction globale de la respiration, donc il y a production des substances minérales sans valeur énergétique et la production de 38 ATP. C'est pour cette raison que le rendement de la respiration est plus élevé que la fermentation. La fermentation, c'est une dégradation partielle. Il y a formation d'un déchet organique qui contient encore de l'énergie. Si on dégrade l'acide lactique, il libère encore de l'énergie. Si on dégrade l'éthanol aussi, il dégage de l'énergie. Pourquoi maintenant le rendement c'est 40,80? C'est que il y a une partie pendant les réactions de la respiration, il est dégagé sous forme de chaleur. Donc il y a une chaleur qui se produit, il est libéré. C'est pour cette raison que le rendement arrive uniquement à 40,80. Donc, on doit rajouter ici la chaleur dans la réaction globale et aussi dans la fermentation. Que ce soit la fermentation ici lactique, on doit ajouter la chaleur. Ici, dans la fermentation alcoolique, on doit ajouter la chaleur. Il y a une quantité de chaleur ou bien d'énergie perdue sous forme de chaleur lors des réactions biochimiques. Donc la respiration cellulaire, c'est une dégradation totale de glucose dans un milieu aérobie, ce qui permet de produire une grande quantité d'énergie, contrairement à la fermentation qui est une dégradation incomplète de glucose dans un milieu anaérobie. Le rendement de la respiration plus élevé que la fermentation donc ici nous avons la réaction globale de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est une voie de dégradation totale de glucose dans un milieu aérobie, ce qui permet de produire une quantité importante d'énergie. On dit dégradation globale car ici il y a formation de substances minérales CO2, H2O. Ce sont des substances minérales sans valeur énergétique. On ne peut pas dégrader CO2 et H2O. Contrairement à la fermentation, c'est une dégradation, c'est une voie de dégradation de glucose dans un milieu anaérobie, ce qui permet de produire un déchet organique, ici l'acide lactique, qui contient encore de l'énergie et produire une faible quantité d'énergie avec une chaleur dégagée. Donc l'acide lactique, c'est elle qui est responsable de la fatigue musculaire. Il contient aussi de l'énergie. C'est pour cette raison que les sportifs ils font une séance d'élimination de la fatigue pour remobiliser l'acide lactique et réutiliser encore à nouveau pour produire de l'énergie. Aussi, l'alcool, l'éthanol, c'est un produit organique
qui contient aussi de l'énergie. Donc la fermentation, c'est une dégradation partielle de glucose dans un milieu anaérobie, ce qui permet la production d'une faible quantité d'énergie, 2 ATP, comme bilan énergétique de cette dégradation. بالنسبة للبروفيرب ديال الحصة اليوم، لا ديسيبلين اي لو موتور دو توت ريوسيت كيل كو سوا لو دومين. الانضباط هو المحرك ديال كل نجاح كيف ما كان نوع المجال. الى حصة مقبلة.